Bonjour à tous et à toutes. Donc, je vous propose de démarrer. Tout d'abord, bienvenue à cet atelier dédié à un sujet un peu atypique mais en même temps très, très passionnant, qui sont les impôts différés sous solvabilité 2. Donc aujourd'hui, nous serons 3 à animer cet atelier qui présente le fruit des travaux qui ont été menés au sein du groupe de travail dédié, donc bien comme entendu, aux impôts différés sous solvabilité 2. Donc, je suis Yana Kovacipo-Merlo, donc société Clip Advice, donc je suis la responsable du groupe de travail. Et aujourd'hui, je suis accompagnée par un de mes 2 confrères que je vais laisser se présenter. Donc bonjour à tous, je suis Céline Récampagnol, je suis actuellement responsable ALM chez Mileis Vie, en charge de Solva 2 et j'ai une longue carrière derrière moi d'ALM chez différents banques assureurs et en conseil. Et donc moi c'est Maxime Bourlier, je travaille à la direction financière de Groupama Assurance Mutuelle et je contribue notamment à tous les calculs de ratio solvabilité 2 des entités du groupe et du groupe lui-même. Donc, avant d'entrer dans le dur du sujet, je vous propose de vous donner quelques éléments de contexte concernant les travaux qui ont été menés par le groupe. Donc, tout d'abord, un peu de manière classique, une période de brainstorming autour des besoins, des interrogations, du regroupement des références réglementaires qui existent. Et donc, du coup, dans ce choix des sujets abordés, nous avons mené également une enquête auprès des membres de l'Institut des actuaires, où il y a peut-être parmi vous des personnes qui ont répondu à cette enquête, dans l'objectif de savoir un peu les pratiques du marché, mais également des questionnements, des problématiques, des zones un peu grises sur lesquelles on souhaitait apporter des éléments de réponse. Donc, 4 grandes thématiques ont été abordées. Donc, les impôts différés au bilan, dont le test de recouvrabilité, sujet passionnant. Les idées notionnelles, également un sujet très intéressant. Toute la gouvernance, le reporting et la communication auprès des impôts différés. Et nous avons abordé également le questionnement du groupe et notamment des conventions d'intégration fiscale. Pour des raisons de temps, pour la présentation d'aujourd'hui, nous allons pas aborder le sujet du groupe, mais sachez que dans le document qui a été produit par le groupe de travail, du coup, cette thématique, elle est abordée. Donc, je profite pour vous inciter à consulter le document qui est déjà disponible ou qui sera disponible sous peu, donc sur le site de l'Institut des actuaires. Pour des raisons de temps et pour être sûr de garder un bon rythme, donc je vous propose de garder la toute dernière partie de la séance d'aujourd'hui pour aborder vos questions. Donc, je ne pourrais pas aller plus loin sans remercier en fait tous les membres actifs du groupe, qui ont contribué aux travaux qui sont présentés aujourd'hui. Donc, vous avez la liste qui vient de s'afficher. Également, la commission prudentielle de l'Institut des actuaires et nos chers correspondants au sein de l'Institut des actuaires, qui sont Samuel et Benoît. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques éléments qui me paraissent des prérequis pour bien suivre la présentation d'aujourd'hui. Donc, tout d'abord, dans la norme, on sait que quand on parle des impôts différés, typiquement, on fait référence à 2 notions. Les impôts différés qui sont issus de la construction du bilan économique, de différence entre la vision fiscale et la vision économique solvabilité 2, ce qu'on appelle les impôts différés bilan. Il y a une deuxième catégorie qui porte sur les impôts différés qui viennent en diminution, en absorption du BSR, qu'on appelle dans le langage commun les impôts différés notionnels. Donc les orientations qui portent sur la capacité d'absorption des pertes par les provisions techniques et les impôts différés sont assez claires à ce sujet.
Donc, dans la mécanique générale, quelqu'un ce matin disait que c'est assez compliqué de donner un sens économique à des écarts entre deux référentiels réglementaires. Alors, quand il y a donc la fiscalité qui vient s'ajouter, c'est peut-être encore un peu plus compliqué. Mais donc, de manière générale, si on commence à discuter des impôts différés au bilan, donc le principe de base, c'est qu'à partir du moment où il y a une différence entre la valeur fiscale d'un poste de bilan et la valeur donc dans le bilan solvabilité 2, eh ben, on voit apparaître un effet lié aux impôts en poste au sens impôt différé. Donc deux grands cas figure. Donc on va d'abord commencer par les cas, j'ai envie de dire, qui sont un peu plus logiques, qui se placent un peu du côté des actifs. Mais quand on regarde les postes des actifs, donc quelque part, deux grands cas figure. Qu'est-ce qui se passe si la valeur de marché elle est supérieure à la valeur fiscale? Eh ben, c'est assez immédiat. On va avoir un impôt différé passif. Pourquoi? Parce que ça veut dire que à l'avenir, on va en avoir une dette vis-à-vis de notre autorité fiscale. Et à l'inverse, donc si la valeur de marché elle est inférieure à la valeur fiscale, eh ben, dans ces cas-là, on va avoir un impôt différé actif. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une créance des impôts. Donc ça, c'est pour les postes d'actifs. Et donc du coup, si maintenant on s'intéresse plutôt à la partie passive, on a un peu des cas, j'ai envie de dire, opposés. Donc si la valeur fiscale donc des provisions techniques est supérieure à la valeur au sens best estimate, à ce moment-là, on va apparaître un impôt différé passif. Pourquoi? Parce que ça veut dire que dans l'avenir, la charge elle sera un peu moindre, donc du coup, on viendra être imposé sur une base plus importante. Et à l'opposé, donc si la valeur fiscale des provisions elle est inférieure à la valeur best estimate, donc on voit apparaître un impôt différé, un effet impôt différé actif. Donc c'est un peu sur la mécanique générale. Au niveau des fonds propres, ce qui est intéressant, c'est notamment le cas des IDA, notamment les IDA nets. Donc Céline va en parler. Je ne vais pas détailler ce point-là, mais je pense que il y a peut-être certains d'entre vous qui connaissent le sujet. Donc à partir du moment où l'organisme est dans une situation d'IDA net, alors il est possible de reconnaître donc ces IDA au niveau des fonds propres, au sens solvabilité 2, donc ce qu'on appelle dans le tiers 3, dans la mesure où on peut respecter certaines contraintes, les principales étant le fait de ne pas aller couvrir le MCR avec donc ce tiers 3, donc première chose. Et deuxième chose, on peut couvrir le SR, mais on ne peut pas le couvrir à plus de 15%. Donc du coup, je vais vous faire un peu d'histoire, mais en fait, j'aimerais bien vous donner une vision sur la mécanique de formation des impôts, donc des postes d'impôts différés. Donc premier effet, c'est celui qu'on voit sur la partie la plus à gauche, donc la plus à droite, excusez-moi, donc de la slide, donc qui est la comparaison quelque part entre un bilan au sens solvabilité 1 et un bilan au sens solvabilité 2, dans laquelle on essaye d'identifier un peu les grands types de valorisation, d'écart de valorisation. Donc au niveau des actifs, des sujets que probablement vous connaissez par cœur, qui sont le fait que les actifs donc au bilan solvabilité 1, donc bien évidemment sont en valeur nette comptable. Donc au bilan économique, elles sont donc à leur valeur économique, donc la plupart en valeur de marché. Ensuite, il peut y avoir d'autres effets fiscaux, notamment pour les mutuelles et les institutions de prévoyance, sur lesquelles effectivement le fait d'entrer en fiscalité à une date plus importante, donc cette spécificité de leur fiscalité vient avoir un effet donc sur les impôts différés. Et donc ça pour la partie active, et sur la partie passive, donc des sujets que je viens de citer, notamment des écarts entre les provisions techniques au sens solvabilité 1
et donc les provisions techniques au sein de solvabilité 2, donc tout ce qui est BEL et donc marge pour risque. Et donc à tout ça, on vient ajouter une couche qui est la couche fiscale, qui dit donc à partir du moment où j'ai ces écarts avec des différences de valorisation, je vais avoir également un impact fiscal. Donc du coup, je vais avoir un impact fiscal à la fois sur les postes d'actifs et de passifs. Donc du coup, que ce soit un IDA, donc impôt différé actif, impôt différé passif. Et donc du coup, l'organisme va enregistrer des IDA et des IDP. D'abord, donc, chacun des postes donc, qui est présenté séparément. Ensuite, et encore une fois, Céline va en parler, dans des cas figures dans lesquels on peut venir netter ces deux postes. Donc, deux cas figures. Donc pour le bilan solvabilité 2 avec l'apparition des impôts différés. Donc premier cas figure, c'est qu'on voit sur la troisième box, qui est la situation en IDP net. IDP net, ça veut dire que quelque part, vos impôts différés passifs sont plus importants que vos impôts différés actifs. Et donc, du coup, on voit naturellement, mécaniquement, la taille de l'actif net être déduite. Et un autre cas figure qui est celui de la situation en IDA net. Donc, c'est le cas où votre montant d'IDA sera plus important que votre montant d'IDP. Donc, l'organisme sera dans ces cas-là en situation de IDA net, qui est possible de reconnaître sous les contraintes que j'avais citées précédemment, et bien évidemment sous condition de démontrer la recouvrabilité des IDA. Donc, encore une fois, un sujet assez passionnant. Il y a certains organismes, donc notamment ceux qui sont en IFRS 2, sur lesquels il y a peut-être une étape intermédiaire. Certains font d'abord l'impôt différé en solvabilité 1, les impôts, donc le bilan solvabilité 1, le bilan IFRS, et ensuite un passage entre le bilan IFRS et le bilan prudentiel. C'est pas le cas de tout le monde, mais c'est aussi une manière de faire, les impôts différés étant déjà donc un sujet assez regardé sous IFRS. Donc du coup, je passe la main à Céline pour la suite sur les impôts différés bilan. Alors, on va rentrer juste sur certains éléments de calcul de ces impôts différés, puisque pour l'instant, on a juste parlé de différence de valorisation et donc de calcul poste par poste. Donc en fait, le calcul consiste à appliquer un taux d'impôt à la différence de poste. Le taux d'impôt étant dans la grande partie des cas pour des compagnies d'assurance un taux d'IS, mais il y a également sur certains postes des impôts qui sont calculés autres que l'IS. On peut parler notamment de la contribution sociale sur les bénéfices. Donc c'est la raison principale pour laquelle il est demandé par la norme de faire un calcul par poste ou par grande famille de lignes de bilan. L'orientation 9 de la notice ACPR précise également qu'il n'y a pas d'actualisation, c'est un taux fois une différence de poste. On a précisé notamment dans le document que ce calcul est censé se faire sur tous les postes du bilan. On s'est rendu compte au moment de l'analyse des réponses que vous avez faites à l'enquête que, en ce qui concernait la marge de risque, il y avait des questionnements et que certains d'entre nous n'appliquaient pas de calcul d'impôt différé sur la marge de risque. Enfin, donc une fois qu'on a fait notre calcul poste par poste, se pose la question de la présentation et du fait d'isoler les IDA d'un côté, les IDP de l'autre, ou d'avoir une présentation nette. Quand on regarde la grande majorité des SFCR des compagnies, on a en général une présentation nette. Et en fait, ce qu'expliquent les textes, c'est qu'on peut mutualiser si on a juridiquement le droit de le faire et en fait, quelque part, si on a une entreprise qui est soumise à une seule juridiction fiscale, ce qui est quand même assez souvent le cas au niveau des entreprises françaises, mais au niveau des groupes ou des filiales, il peut y avoir des nuances. Donc une fois qu'on a, alors que ce soit netté ou pas en présentation, enfin calcul net, et quand on se trouve dans la situation de l'IDA net, on s'est dit que ces IDA pouvaient être repris au niveau des fonds propres et admis en couverture du SCR.
Alors, à nouveau, au niveau des réponses qu'on a analysées dans le questionnaire, on a quand même constaté qu'une pratique répandue prudente était d'avoir une limitation de ces IDA à 0. Ce qui pourrait sous-entendre qu'on n'a pas besoin de faire de tests de recouvrabilité. À partir du moment où on veut comptabiliser des IDA, enfin, pas les comptabiliser, mais les utiliser en couverture des fonds propres, il est nécessaire de réaliser un test de recouvrabilité, c'est-à-dire qu'en fait, on suppose que nos pertes constatées actuelles latentes seront compensées par les résultats futurs, et donc il faut prouver qu'on va bien dégager des résultats futurs pour pouvoir utiliser ces éléments d'IDA en fonds propres. Donc toute la question se pose de savoir comment on réalise ce test de recouvrabilité. Et alors il y a un certain nombre d'éléments qui ont été communiqués, soit dans les orientations de la CPR, soit dans des présentations qui commencent à dater, mais il n'y a pas effectivement de méthode qui soit prédictive et qui soit unique. Donc on va ici juste rappeler certains éléments que l'on a pu récupérer auprès des orientations, auprès de l'enquête, etc. La première chose, le prérequis, c'est qu'on ne peut pas, pour faire notre test de recouvrabilité et donc faire nos projections de résultats, uniquement se baser sur le passé. On doit également se baser sur des scénarios économiques, sur la vision future que l'on a de notre rentabilité. Et ensuite, je dirais l'élément fondamental, c'est qu'il ne faut pas de double comptage. À partir du moment où vous avez calculé votre IDA au bilan, vous avez pris en compte quelque part, on va dire, les plus-values de votre stock. Donc ces plus-values, vous pouvez pas, les plus-values latentes, vous ne pouvez pas supposer que vous allez les réaliser à l'avenir, vu que vous les avez déjà mises dans votre stock d'IDA. Donc la question se pose de où est-ce qu'on va les trouver du résultat, puisque quelque part, on a déjà utilisé le résultat sur notre stock. Et la réponse, dans la plupart du temps, c'est que ça va être sur de la production future qui n'a pas été prise en compte dans vos calculs S2 de Best Estimate. Donc sur de l'épargne, on peut partir du principe que vous avez utilisé grosso modo vos primes périodiques. En revanche, vous n'avez pas modélisé de versement d'affaires nouvelles, et les versements libres, ça dépend des gens. Donc l'idée, c'est d'aller chercher le résultat qui va être lié à vos affaires nouvelles et voir vos versements libres. Pareil pour de la non-vie, vous allez aller chercher le résultat lié aux nouvelles générations de contrats. Une fois qu'on a à peu près déterminé cet élément-là, qui est la principale source de bénéfices, qui n'est peut-être pas la seule, se pose la question de sur combien de temps est-ce qu'on va projeter. Alors là, on peut se référer à une présentation de la CPR qui date de 2017 et qui disait que l'horizon de projection pouvait être acceptable jusqu'à 5 ans et qu'entre 5 et 10 ans, dans des cas exceptionnels et bien justifiés, peut-être que ça serait possible. C'est à la société en fait de fixer son horizon de projection. Elle peut se fixer par exemple sur son plan des activités d'entreprise, sur son PMT, ou plus court, moins court. Voilà, dans cette limite de 5-10 ans à justifier. Et une fois qu'on a fixé l'horizon de projection, on peut également fixer un nombre d'années de prime à projeter, sachant que celui-ci ne peut pas être supérieur à l'horizon de projection. Et que si par exemple vous avez décidé d'un horizon de projection de 5 ans, la prime versée en année 5 aura très peu d'effet, puisqu'en fait elle aura un effet que de première année et peut-être même un effet du coup négatif. Voilà sur les principaux, les premiers éléments qu'il faut analyser, qu'il faut déterminer sur la façon dont on va faire notre test de recouvrabilité. Alors ensuite, on se demande comment on va projeter. Alors, 2 types de projections qu'on constate un peu sur le marché. Soit on va projeter un stock plus du new business globalement. Et puis, comme on a déjà nos projections de stock, on va par différence en déduire la méthode, on va déduire en fait le résultat lié au new business de manière marginale. Soit on projette unitairement le new business sur notre horizon de projection. Ce sont un peu 2 méthodes que l'on a observées sur les réponses, pareil, qu'on a analysées au moment de l'enquête. L'univers de projection, lui, pose pas mal de problèmes parce qu'en fait, il y a un peu 2 écoles, et puis ce qui est aussi intermédiaire. Il y a l'idée de se dire que on fait quelque chose de fiscal, on se base sur le PMT, donc on peut imaginer faire une projection sur le monde réel. Mais il y a également la réaction de se dire, oui, mais on est sur du best estimate, on est en monde risque neutre, donc on peut faire une projection risque neutre identique au cash flow qu'on projette quand on calcule un best estimate.
Et à nouveau, dans les réponses que l'on a eues sur l'enquête, les réponses sont partagées. Et dans le document, vous avez un des éléments aussi des graphes qui vous montreront comment les gens ont répondu. Petite parenthèse, en fait, des proportions sur ce qu'on voit actuellement sur le marché, en tout cas dans l'échantillon que nous avons pu interroger. Voilà. Enfin bon, après, on a listé des éléments, mais qui sont un peu de second ordre. Le rendement que l'on va projeter, alors ça dépend si on est en risque historique ou en risque neutre. Il faut qu'il y ait une cohérence avec les rendements servis et les rendements modélisés dans les autres études. Les management actions, il serait peut-être de bon ton qu'elles soient cohérentes avec celles qu'on utilise dans le calcul du best estimate. Et en termes de taux d'imposition, on est censé appliquer les règles fiscales en vigueur. Voilà. Donc ce sont vraiment une liste un petit peu non exhaustive des éléments principaux qu'il faut étudier et déterminer quand on va commencer à faire son test de recouvrabilité. Et maintenant, donc en fait, on va passer à la deuxième partie de la présentation, les idées notionnelles. Donc, je laisse la main. Donc, je vais parler des idées notionnelles. Donc, oui, exact, merci. Dans juste 2 secondes. Oui, sur le plan, c'est juste pour un peu qu'on visualise, que vous visualisiez un peu l'ordre des choses. Donc je vais dire ce que c'est finalement, qu'est-ce que sont ces idées notionnelles. Donc l'impôt différé associé au SCR. Comment on détermine le montant de ces idées notionnelles, en tout cas au maximum. Quelles sont les sources de recouvrabilité de ces idées notionnelles, puisqu'il va falloir justifier, comme les idées de bilan, qu'ils sont recouvrables. Et enfin, on parlera de la construction du business plan stressé, qui sera une des sources de recouvrabilité, donc il va falloir bien en parler. Et enfin, je reviendrai avec un cas pratique sur la fin pour essayer de bien reprendre tous les éléments et de factualiser un peu un sujet qui n'est pas forcément hyper simple. Donc, qu'est-ce que l'impôt différé notionnel? Donc, c'est l'impôt différé qui est associé au SCR. C'est ce qui permet de réduire le SCR brut, finalement, le SCR brut d'impôt pour faire un SCR net d'impôt. Donc, cet impôt différé notionnel, en théorie ou en pratique aussi, il doit correspondre au montant de l'impôt qui serait généré par la perte, si on l'a constaté, du niveau du SCR brut. Et donc j'ai formalisé un petit tableau avec à gauche donc un bilan S2 tel que vous le connaissez. La seule simplification que je fais, c'est que on considère qu'il n'y a pas de richesse latente à la date T. Et donc, on a des IDA et des IDP qui sont supposés se compenser. Et il n'y a pas de sujet, en tout cas, au niveau de ce bilan initial. Et donc, post-stress, un peu une vision théorique, quand même, globalement, de ce bilan qui n'existe pas dans les faits, mais qui permet juste de se dire, voilà, mon risque se réalise. Finalement, j'ai mon SCR brut qui va venir gommer, finalement, une partie de mon actif net, puisque, du coup, ça va être une perte en résultat. Et donc, associé à ce SCR brut, je vais avoir un stock d'IDA qui va se retrouver à mon actif. Et tout l'enjeu, ça va être de savoir, dans un premier temps, comment on calcule cet impôt différé actif et savoir si on peut le recourir aussi à la in fine pour pouvoir, après, c'est la flèche, c'est le dernier bloc à la fin, pour savoir si je peux considérer que mon SCR net, finalement, c'est bien mon SCR brut moins mes impôts différés notionnels, ou entre les deux, ou même pas, c'est mon SCR net, c'est mon SCR brut. Donc, si je vais plus en avant sur la façon dont on calcule cet impôt différé notionnel, au moins dans sa vision maximum. Donc, j'ai dit que cet impôt différé, il correspondait aux impôts qui seraient générés si demain, je faisais une perte en résultat du niveau du SCR. Donc, finalement, il va falloir refléter les règles fiscales qui s'appliqueraient en pareille situation. Et donc, je liste de façon non exhaustive 3 méthodologies possibles. La première, qui est la plus simple, qui est finalement de dire ma perte, mon SCR brut, je le multiplie par un taux moyen d'impôt, qui peut être celui qu'on connaît aujourd'hui à 25,82, ou un taux moyen qui tiendrait compte de certaines spécificités de fiscalité et qui serait peut-être plus important ou un peu moins important suivant ce qu'on vient prendre en compte dans ce taux moyen d'impôt. Après, il y a une vision un peu plus fine qui serait finalement ce même calcul, je vais le faire plutôt à une maille sous module de risque. Donc c'est clairement une méthode dérivée de la précédente. Et celle-ci, en fait, permet éventuellement de mieux refléter certaines spécificités de fiscalité, notamment sur les actifs. Et donc,
la perte en SR de marché, on va plutôt la pondérer par un taux moyen d'impôt qui va sûrement être plus faible que le 25,82, puisque les acteurs sur le marché, ils ont pour partie des actifs stratégiques qui sont fiscalisés un peu moins fort que 25. Et donc, et en revanche, par exemple, un SR de souscription, sûrement, et qui sera fiscalisé à 25,82. Juste, je reviens sur le point précédent, oui. Dans l'étude, ce qu'il faut savoir, c'est que le premier item que j'ai cité, c'est ce qui est majoritairement utilisé par le panel. On a 75% du panel qui a répondu, qui utilise cette première méthode. Et enfin, la dernière méthode, c'est la méthode la plus complexe, mais c'est aussi la plus précise. Le principe, c'est de calculer de façon distincte un SR brut d'un côté et un SR net d'impôt de l'autre, et ça, de le faire à la maille sous module de risque. Donc, on descend au risque de mortalité, par exemple, on descend vraiment au plus fin. On calcule cette vision très fine d'un SR brut et d'un SR net d'impôt. Ensuite, on reconsolide tout ça avec la matrice de corrélation S2. Et donc, par différentiel entre notre SR brut agrégé et notre SR net agrégé, on obtient finalement l'impôt différé notionnel maximum. Donc, une fois qu'on a déterminé cet impôt différé notionnel maximum, ce qui va être important, c'est de savoir est-ce que il faut justifier de sa recouvrabilité. Donc, il faut regarder quelles sont les sources de recouvrabilité de cet impôt différé notionnel. Donc là, je vais directement passer dans les petits bullet points du bas du slide. En fait, ce qui va être important, c'est de savoir quel est le niveau de richesse initiale de la société. Donc là, on va s'intéresser au bilan S2 de la société, finalement la vision frontière des contrats S2. Donc là, si l'entité est en impôt différé passif, comme le disait l'UEANA, on a des richesses qui vont qu'on va payer des impôts sur ces richesses dans le futur. Donc ça va être, c'est des impôts qui vont être mobilisables demain pour recouvrir l'idée notionnelle si on devait avoir une perte du niveau du SCR. En revanche, si la société est en impôt différé actif, là c'est l'inverse. Là ça va plutôt jouer dans l'autre sens, c'est-à-dire que ça va consommer déjà, avant de pouvoir recouvrir de l'impôt différé notionnel, il va falloir déjà s'occuper, entre guillemets, de recouvrir de l'impôt différé, cet impôt différé actif au bilan. Et donc ça va venir réduire nos possibilités en termes de recouvrabilité. Et ensuite, le deuxième bloc, c'est le sujet du business plan stressé. Donc là, deuxième source de recouvrabilité. Donc là, on dépasse le champ de la frontière des contrats, comme on en parlait tout à l'heure sur le business plan central. On va aller chercher des affaires nouvelles, etc. Mais cette fois-ci en vision stressée. Et juste avant de détailler un peu les méthodes de détermination et les hypothèses à bien vérifier dans le business plan stressé, ce qu'il faut savoir, c'est que les résultats du survey ont fait ressortir très clairement que très peu d'acteurs font ce business plan stressé, pour tout un tas de raisons, pour une question de simplicité, mais peut-être certains aussi qui ont finalement des richesses qui suffisent à avoir un stock d'IDP au bilan qui permet une recouvrabilité finalement de cet impôt différé notionnel qui est jugée suffisante ou qui est même totale. Donc il y a, dans ce scénario, il n'y a clairement pas d'intérêt à se compliquer la vie et à construire un business plan stressé. Mais pour ceux qui construisent ce business plan stressé et qui s'embêtent du coup à le faire, voilà un peu les grands points qui vont être intéressants sur lesquels il va falloir vraiment faire attention. Donc globalement, tout ce qu'on a à peu près dit sur le business plan central reste d'actualité. Il y a pas mal de points qui ont été précisés dans les textes de la révision 2018, puisque les textes initiaux étaient assez peu explicites sur la construction de ce business plan stressé. Donc le premier point qui a fait l'objet d'une évolution et d'une précision en tout cas, c'est le nombre de générations d'affaires nouvelles. Tout à l'heure, on disait qu'on pouvait en retenir 1, 2, 3 ou 10 si on le souhaitait. Là, dans ce business plan stressé, la règle est claire, on est limité à 5 années d'affaires nouvelles. Et encore pire, on va dire, si les planifications qui sont opérées par les entités sont inférieures à 5 ans, on ne peut pas se prévaloir de plus de générations d'affaires nouvelles qui iraient au-delà de l'horizon de la planification de l'activité de l'entreprise. Ensuite, on a l'univers de projection, donc là aussi qui a été précisé. Le texte il reste encore un peu ouvert, mais le recours à l'environnement risque neutre est défini un peu comme la cible.
Et il est précisé que si on souhaite y déroger, en tout cas, il faut que ça soit justifié. En tout cas, ce qu'on observe dans les résultats de l'enquête, c'est clairement que sur ce point, on a vraiment un mix monde réel, risque neutre, et donc peut-être des sujets demain de justification auprès de la CPR éventuellement. Ensuite, tout l'enjeu de ce BP stressé, c'est de partir du BP central et de le stresser. Donc là, c'est un sujet, on ne va pas rentrer ici dans les détails de calcul, hein, c'est un petit peu compliqué, il y a beaucoup de choses qui se font sur le marché. Le grand principe, en tout cas, c'est de construire un business plan qui se situe post-survenance de ce risque bicentenaire, hein, qui est le SCR. Donc il faut se mettre dans cet environnement post-apocalyptique, j'ai envie de dire, et donc de dérouler un business plan qui s'inscrit dans cet environnement. Et donc, comme je le disais, hein, donc, la norme est peu prescriptive sur le sujet. Nous, on a observé vraiment une diversité de pratiques assez importante, hein. On a des acteurs qui font un scénario, il y en a qui font plusieurs scénarios, il y en a qui utilisent la méthode du scénario équivalent. Il y a vraiment il y a un peu tout ce qu'on veut, j'ai envie de dire. Comme c'est très ouvert, il y a une diversité finalement de pratiques. Ensuite, à nouveau, on peut avoir recours à des management actions, d'autant plus qu'on est dans une situation post-stress très forte. Après, là aussi, prudence en termes de justification, hein, puisqu'il faut vraiment que ça soit justifié, qu'il y ait un process de validation interne de ces management actions. Et surtout, il faut que ces management actions qui seraient prescrites, on va dire, dans le cadre de ce BSP stressé, soit bien applicable dans la vraie vie si il y avait bien la survenance de ce type de risque à l'avenir. Donc voilà, c'est pas quelque chose d'immédiat aussi en termes de démonstration. Dernier point concernant les décotes. Donc là aussi, c'est une nouveauté, hein, qui a été apportée par les textes de la révision 2018. L'idée, le principe de ces décotes, c'est de dire, voilà, au-delà de l'horizon de la PAE, donc de la projection des résultats qui est opérée par les entités, il y a une sorte de flou, une incertitude sur les résultats qui seront projetés au-delà de cette période-là, au-delà de 3 ans par exemple. Et donc le résultat qui serait pris de 100, on ne peut pas retenir 100, il faut appliquer une décote. La question après, c'est de savoir de quel montant on parle, mais là-dessus, il n'y a aucune prescription pour le coup. Ni de méthode, ni de niveau finalement. Donc c'est un peu laissé au libre arbitre des acteurs. Et enfin, dernier point pour essayer de recontextualiser un peu et faire un petit cas pratique. Donc je pars de mon hypothèse où j'ai calculé un idée notionnel maximum que je fixe à 8 dans mon exemple. J'ai construit un business plan stressé qui génère 5 d'impôts différés générés dans le futur sur un certain nombre d'années. Ensuite, si je suis un acteur en impôts différés passifs, donc j'ai de la richesse, j'ai 5 d'impôts différés passifs à mon bilan, et ces 5-là sont mobilisables. Je les rajoute à mes idées qui sont mes impôts différés qui peuvent être générés dans mon business plan stressé, qui sont également de 5. Donc je sais que dans le futur, a priori, je vais pouvoir recouvrir de l'impôt à hauteur de 10, c'est supérieur à mon idée notionnelle maximum, je suis en recouvrabilité maximum, donc mon SCR net va être égal à mon SCR brut moins 8. Et enfin, un acteur en IDA, donc l'autre version, un acteur plutôt qui n'a pas forcément de richesse à date dans son bilan prudentiel. Donc cet acteur, il en a un impôt différé actif de 1. Mon business plan stressé fait ressortir que je vais pouvoir générer 5 d'impôts dans le futur. Je mobilise déjà 1 pour recouvrir les impôts différés actifs de bilan. Il me reste 4 ensuite pour recouvrir l'idée notionnelle. Et donc mon SCR net, lui, il sera que égal à SCR brut moins 4 dans ce cas un peu simplifié. Voilà, je laisse la parole à Céline pour la fin sur la gouvernance. Voilà, alors je vais aller très vite parce qu'on a quasiment
consommer notre temps. Sur la gouvernance, le reporting, alors il y a d'abord les politiques écrites. Le règlement délégué est très précis sur la façon dont on doit mentionner les impôts différés dans les politiques écrites, puisque pour aller très vite, on doit décrire les méthodes d'établissement des impôts différés, la méthode du test de recouvrabilité et la méthode de la façon dont on absorbe, enfin dont on calcule les idées nationales. Bon, bref, on documente toutes les méthodes. On doit expliquer comment les fonctions clés sont impliquées dans la détermination des méthodes et ensuite comment tout ceci a été validé par la MSB. Et en plus, on est censé également décrire les impacts des changements de profil de risque. Donc, si on avait des changements significatifs de profil de risque, quels seraient les impacts anticipés sur nos impôts différés? Donc, ce niveau-là est très très précis et donc les politiques écrites, alors soit on peut faire une politique spécifique impôt différé, soit l'inclure dans une politique de gestion du capital, mais il y a pas mal à raconter. Ensuite, en termes de reporting et de communication, alors les textes sont quand même beaucoup moins précis, donc on va mentionner essentiellement le SFCR et le RSR, dans lesquels il est dit qu'il faut préciser les différents montants des différences, les différences temporelles, des pertes fiscales, des créances. Il n'est pas forcément précisé qu'on doit expliciter toutes les méthodes utilisées. Donc c'est un petit peu laisser libre cours au choix de la société. Et également dans l'ORSAS, qui n'est pas mis dans les slides, il n'y a pas énormément d'éléments mis dans la réglementation explicitant jusqu'à quel niveau de détail on doit aller dans notre rapport ORSA. Donc c'est pareil, c'est laisser libre cours à la société. Évidemment, elle doit parler de ses impôts différés. Voilà. Je ne vais pas plus loin, il y a plus de détails dans le document, mais on vous laisse du temps pour les questions. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y en a. Merci pour cette présentation. J'ai une question par rapport au scénario stressé, le business plan stressé. Le scénario de retour à la normale, comment on peut le calibrer en fait? Est-ce qu'on le fait sur 1 an, 2 ans, 3 ans? Parce que ça dépend. Ça dépend un peu des pratiques, on va dire. Je sais ce que nous, on a observé et ce que je peux connaître, on va dire, de ma pratique éventuellement personnelle, c'est qu'on est sur des retours à la moyenne plus rapides sur la partie non-vie, en considérant qu'on a une capacité à retarifer les garanties donc, à plus ou moins un court terme, donc avec un retour à la moyenne qui peut être assez rapide. Et sur la vie, on est encore un peu en hésitation des fois sur certaines idées. On pensait que finalement on pouvait plutôt un retour à la moyenne un peu plus long, mais même on se pose la question aujourd'hui de est-ce que ce retour à la moyenne fait sens? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a une dérive de la mortalité ou une dérive des frais, par exemple, c'est un peu perdu, entre guillemets. Donc voilà, rien n'est forcément définitif. Même nous, on évolue encore sur le sujet, malgré qu'on fasse des calculs S2 depuis quelques temps. Les questions se reposent au fil de l'eau. C'était aussi un peu l'objet de ma présence, en tout cas personnelle, au groupe de travail, c'était d'échanger un peu sur ce qui pouvait être fait sur le marché et d'analyser les retours des sondés. Merci. J'ai une question sur la prise en compte de l'intégration fiscale, notamment au niveau solo. Est-ce que vous avez observé des pratiques qui viseraient à faire bénéficier une entreprise solo d'une possibilité d'imputer un déficit dans le cadre d'une intégration fiscale groupe? Ou est-ce que vous avez observé ça uniquement au niveau groupe? Alors, moi, je n'ai pas observé, mais j'ai eu un cas, en fait. On est intégré fiscalement, juste que la convention datée d'avant S2. Donc, on s'en prévalait avant qu'on vienne un peu nous voir. On se prévalait de cette intégration pour partager les impôts entre les différentes entités du groupe. Il est ressorti très clairement que elle n'était pas compatible S2, cette convention. Donc à date, il y a eu l'option de revoir la convention ou d'abandonner ce partage de sort, on va dire, entre les entités. Nous, on a fait le choix de l'abandonner, puisque voilà, il y avait une forme de complexité aussi à revoir la convention d'intégration fiscale. Mais du coup, je ne sais pas, sur le marché, il n'y a pas eu spécialement, je pense, dans le survey de retour là-dessus. Mais... Je ne pense pas qu'il y ait eu de retour là-dessus, mais je vais parler d'un cas que j'ai connu dans le passé où effectivement
La convention était relativement ancienne. Donc oui, il y a eu des échanges avec notre régulateur. Et finalement, le choix qui a été fait, c'est peut-être le choix un peu opposé de celui que Maxime vient d'évoquer, où ils ont tout simplement revu la convention pour permettre effectivement ce bénéfice donc à l'entité Solon. Je profite peut-être juste pour revenir un peu sur la question qui a été posée juste avant sur Paramine, puisque effectivement je pense que c'est un point aussi intéressant. Donc au niveau des scénarios stressés, une question qui était un peu venue à l'esprit: qu'est-ce qui se passe si dans les scénarios stressés, pendant une certaine période, l'organisme ne respecte plus le ratio minimal? Et pendant combien de temps c'est possible? Et qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Donc typiquement, si vous passez en bas de 100%. Donc voilà. Et donc, c'est un point de vigilance. Dernière question, si j'ai le temps. Je vais être bref. Vous êtes toujours dans le temps. Merci. C'est dans une dynamique de choix de modèle interne et du périmètre du modèle interne. Est-ce que pour des idées notionnelles, il faut absolument calculer un SCR pour pouvoir comptabiliser ces idées notionnelles? On pourrait être dans le cas où un certain périmètre, au niveau du calcul du SCR, ne s'attend pas à calculer une entité de richesse, par exemple des profits de réassurance, parce que ces profits de réassurance sont répertoriés sur une entité qui n'est pas d'assurance, en fait, qui est un conduit, qui n'est pas une entité physique et légale. Et en fait, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut attribuer justement un calcul d'idées notionnelles sans avoir à calculer un CR sur lequel on peut s'adosser? Ça me paraît assez compliqué dans la façon dont vous avez présenté les choses. Je ne sais pas s'il y a une réponse. C'est vrai que le grand principe, c'est que l'idée notionnelle finalement reflète l'impôt qui serait payé si on faisait cette perte à hauteur du SCR. Et là, ce que vous dites, c'est que vous n'êtes pas forcément en mesure de l'évaluer dans certaines situations. Il y a des choix qui se posent sur le fait d'avoir besoin de ces SCR pour l'évaluer. On est vraiment dans une dynamique de groupe où certaines entités légales du groupe donc ont des pratiques d'assurance, mais tout ce qui est, je vais dire ça en anglais, Reinsurance Profit Commission, est géré par une autre entité qui n'est pas une entité d'assurance. Mais elle a son bilan, ses profits. Et elle n'a pas forcément pour l'instant un SCR calculable pour s'adosser là-dessus. Est-ce qu'on doit forcément passer par un SCR ou pas? Bon, la question est un peu difficile, mais voilà, si on ne la pose pas, on n'a pas forcément d'éléments de réponse. Alors, la réponse n'est pas posée au niveau du groupe de travail. D'accord, c'est une réponse. Merci beaucoup. Non, je sais pas. Je pense que vraiment, j'ai envie de dire sur le coup, il faut quand même regarder au niveau du périmètre réglementaire, donc prudentiel au sein solvabilité 2. Peut-être à un certain moment, il faut aussi un peu voir si ça peut passer typiquement en interrogeant peut-être un peu aussi le régulateur. Mais si c'est un peu hors du périmètre prudentiel, ça me paraît plus difficile à justifier vis-à-vis du régulateur. Je ne dis pas que c'est impossible, mais sur le coup, sur un cas un peu atypique, ça me paraît assez complexe. Merci. Merci. Peut-être juste un dernier point. On n'a pas de certitude par rapport à ça, mais au moment de produire le document et du coup de le valider, on a eu un échange avec l'ACPR
Ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'a priori, ils vont sûrement produire une doctrine en 2023 sur tous ces sujets-là, puisque finalement, il y a eu assez peu de feedback de la CPR sur ce sujet-là, à part sur les premières orientations au tout départ. Et donc, pour information, on peut s'attendre à la sortie d'un document en 2023. On verra après les conséquences, ou entre guillemets le contenu et les conséquences de ce document sur nos pratiques. Oui, c'est un point important et comme Maxime l'a dit déjà, donc on a pu, donc le document qui est ou qui sera disponible sous peu, donc il a été partagé avec notre régulateur. Je pense qu'un point qui va un peu changer les choses, c'est le fait que jusqu'à il y a 7-8 mois, avec le niveau des taux bas, je veux dire pas une grande partie, mais on avait quand même un nombre assez important d'acteurs qui étaient en IDP net. Donc, situation, je veux dire, un peu plus simple, un peu plus confortable, donc notamment à cause des plus-values. Maintenant, avec la hausse des taux, ça peut un peu venir brasser un peu ça. Donc, toutes les problématiques de recouvrabilité, que ce soit au niveau des idées à bilan, puisque pour certains organismes, ça peut faire basculer, ou ils peuvent se retrouver dans une situation où l'IDP net est beaucoup plus faible qu'au 31/12/2021. Donc, du coup, la question de la recouvrabilité, donc ce qui se passe au niveau des idées notionnelles, et ça sera beaucoup plus regardé. Je pense qu'au niveau des organismes, il peut y avoir un intérêt d'aller plus en détail au niveau de la recouvrabilité, voir ce qui est possible de recouvrir, ce qui n'était pas forcément un besoin absolu avant. Voilà. C'est peut-être un sujet qui peut être un sujet regardé de près donc par le marché pour le 31/12/2022 ou courant 2023. Et aussi, je pense que notre régulateur peut venir le regarder de plus près. Je voulais savoir si à un moment vous avez abordé les sujets de coûts de frottement, de friction du capital, les impôts sur les produits financiers sur fonds propres futurs. Est-ce que ça rentre dans les business plans, dans vos approches? Je pense qu'on les a rapidement abordés. On a peut-être qu'il y a quelques différences de pratiques. Il y a certains secteurs qui, notamment pour justifier la recouvrabilité, regardent ce point d'une manière un peu plus détaillée. Donc du coup, Céline en a parlé. En fait, à partir du moment où on essaie de justifier qu'il y a l'absence de double comptage, donc ce point-là peut être une piste. En termes de pratique, quand on prend les revenus sur fonds propres, est-ce que la pratique que vous observez, ce serait de considérer que le SCR survient en tant que perte et déductible fiscalement tout de suite? Ou est-ce qu'il y a un rythme d'impact du SCR dans le temps? Je ne sais pas si c'est une question qui a été... Ce n'est pas une question que je m'étais forcément posée, mais en tout cas, on fait l'hypothèse que c'est tout de suite. Après, je ne sais pas. C'est vrai qu'on est, en fait, avec S2, on est quand même des fois à la frontière entre la réalité et on va construire un business plan qui est censé refléter une forme de réalité, et S2 qui ne l'est pas forcément. Donc, des fois, c'est un petit peu. Mais en tout cas, je pense que nous, par simplicité, en tout cas, c'est une perte sèche immédiate. Et aussi, Maxime, je pense qu'il a très bien expliqué sur la partie perte sèche, effectivement. Je pense que si jamais ce n'est pas une perte sèche, à ce moment-là, venir justifier sur combien de temps, c'est une autre histoire. Et je pense qu'on peut être un peu amené à justifier pourquoi c'est sur 6 mois, pourquoi c'est sur plus qu'un an, et pas tout de suite. Effectivement, à l'opposé, on pourrait considérer que le SCR va se retourner fiscalement au-delà de l'horizon de planification. Ce qui est...
Nous avons dépassé le temps, donc je ne sais pas si vous avez faim. Si jamais il y a une toute dernière question, que ce soit maintenant ou à la pause midi, donc nous sommes à votre disposition. En tout cas, merci beaucoup. Et donc je profite aussi pour remercier Maxime et Céline pour tout l'effort qui a été mené pour la présentation d'aujourd'hui. Pour la recouvrabilité de l'IDA bilan, finalement on l'utilise comment? C'est quand même vraiment juste pour la recouvrabilité du total